aussi, mais très profonde. Et puis c'est comme ça aussi que j'avais osé l'inviter à Marseille, c'est comme ça qu'il était venu, et nous avons été très proches, donc c'est comme si je perdais quelqu'un de ma famille, quoi, voilà, c'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe au Vatican en l'absence de pape, dans la période de transition? Si vous avez ressenti de la tension, s'il y avait une bonne ambiance entre les cardinaux, malgré le sérieux de la situation? Voilà, comment vous l'avez vécu Ben, moi, c'était la première fois que ça m'arrivait, si je puis dire. Donc, j'ai vécu ça. On a fait une grande célébration à la cathédrale avant que je parte, la veille, parce qu'il faut partir tout de suite, quasiment dans les 48 heures. Donc, on a vite monté une célébration à la cathédrale, tout ça. Il y avait beaucoup de monde. Et ça m'a touché aussi de voir à quel point le pape était aimé, quoi. Il y avait du monde de tous bords, quoi, qui était là. Et moi, après, j'ai vécu ça un peu comme une retraite spirituelle, quoi. C'est-à-dire, c'est un moment qui est tellement unique, ça t'arrive une fois dans ta vie, et donc c'était de se... Pour moi, oui, c'est comme quand une retraite spirituelle, c'est-à-dire, bah, tu essaies de te protéger, puis de prier, de réfléchir, de se disposer à ce qu'il y a à vivre, parce que c'est pas évident, hein. C'est pas évident, donc... Alors, après, comment ça se passe? J'ai pas trop compris au début, mais j'ai compris à la fin comment ça s'était passé, quoi. C'est qu'il y a d'abord toute la partie du deuil du pape défunt, quoi. Donc, voilà, tous les cardinaux s'étaient retrouvés à la chapelle Sainte-Marthe pour prier autour de lui, et puis après, le corps est déplacé à la basilique Saint-Pierre, mais avec toute une procession, tout ça, déjà beaucoup de monde. Ça, c'est très impressionnant. C'est des liturgies très belles, très fortes, très denses. C'est-à-dire que petit à petit, tu gagnes en profondeur, si je puis dire, parce que c'est très... Puis le décorum est très beau aussi à Rome, donc ça te touche comme ça. Donc, et puis après, il y a les obsèques eux-mêmes, la célébration des obsèques, puis ce qu'on appelle les novendiales, c'est-à-dire 9 fois, 9 messes qui se suivent tous les jours, pendant 9 jours. Bon, petit à petit, cet aspect-là, liturgique, joue son rôle, quoi, voilà, c'est le deuil du pape défunt. Et puis après, il y a une deuxième étape, mais qui commence déjà pendant les 9 jours, là, qu'on appelle les congrégations générales, qui sont que tous les cardinaux se réunissent dans un amphi, comme vous, là, et chacun peut prendre la parole pour dire ce qu'il veut. Alors, pour dire ce qu'il veut, pas pour parler du beau temps, mais pour dire ce qu'il veut sur la partie du monde où il habite. Qu'est-ce qui marque cette partie de monde, et puis quelle est la situation de la société dans cette partie-là, quels sont les défis, et puis quelle est aussi la position de l'Église là-dedans, quels sont les défis pour l'Église, voilà. Donc chacun raconte un peu ce qu'il veut, chacun a la parole, ça dure autant qu'il faut. On doit voter, au bout du 2e ou 3e jour, je ne sais plus, on doit voter quand est-ce qu'on va arrêter. Parce que le règlement donne une espèce de fourchette, et donc c'est nous qui choisissons. Là, on a choisi à peu près le milieu, et voilà, pour dire à un moment, on va arrêter quand même, pour passer à la 3e étape, qui est celle du conclave, proprement dit, où là, on est enfermé, si je puis dire, et c'est le moment des votes. Voilà. Et donc, ça se déroule comme ça. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que ce n'est qu'après coup que j'ai mieux compris comment on était mis en condition pour pouvoir réaliser cette opération qui est pas évidente. Et c'est pas une campagne, il n'y a pas de candidat, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de... Voilà, on n'a pas de débat contradictoire, on n'a pas de... C'est très étonnant, et on choisit quand même quelqu'un dont la responsabilité est ensuite très grande, quoi. Donc voilà, mais on est conduit petit à petit par la beauté de la liturgie, par le silence, par l'écoute aussi des autres. Petit à petit, ça fait son chemin et on y arrive. Donc vous avez parlé des congrégations juste avant, et
comment est-ce qu'on différencie les cardinaux pour savoir qui va devenir pape en fait? Qu'est-ce qui fait la différence? Là, je ne sais pas trop. Chacun sait. Alors, on voit bien les positions aussi. Hein, on voit les choses qui transparaissent aussi dans ce que chacun raconte. Mais le plus important, c'est pas tellement la position, c'est de comprendre comment va le monde à partir de ce qui est dit par chacun. Alors, on a des très longues pauses qui nous permettent aussi de discuter entre nous et d'échanger petit à petit. Puis en fait, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Moi, par exemple, un cardinal du Timor oriental, moi je ne connais pas le Timor oriental, donc j'écoute qu'est-ce qu'il dit. L'autre, il est cardinal de Téhéran, j'écoute qu'est-ce qu'il dit sur la situation en Iran. Tu vois, on n'est pas dans un débat où non, tu as déjà beaucoup à absorber, mais c'est aussi une force incroyable. C'est que tu as des gens qui viennent de toutes les parties du monde, y compris de petits pays. Il y a le cardinal de Mongolie. Donc voilà, lui aussi, c'est une autre situation. Voilà, tu as tout ça qui est celui du Japon. Voilà, celui là je connais mieux parce qu'il a été ici à Saint-Jérôme pendant longtemps, Nzapalenga, qui est le cardinal du Centrafrique, de la République centrafricaine. Donc voilà, mais il y a tellement à apprendre, tellement à écouter que c'est pas du débat d'idées, c'est écouter, réfléchir, voilà, et se nourrir. Et alors, après cette congrégation générale, vous l'avez dit, il y a le conclave. Ce moment où vous rentrez dans la chapelle Sixtine, c'est un peu le moment le plus scruté un peu par le monde entier, et en même temps, on ne sait rien. Voilà, tout se passe dans la chapelle Sixtine. Et alors, il y a le vote. Dans ces moments-là, du coup, le débat est terminé, les discussions sont closes. Comment ça se passe? Alors, ça se passe d'abord qu'on loge à une maison qui s'appelle Sainte-Marthe, là où habitait le pape François, qui est à l'intérieur du Vatican, juste derrière la basilique Saint-Pierre, là, sur le côté gauche. Alors, quand on arrive là, moi plusieurs fois j'ai logé là-dedans, mais pas pareil, quoi. Là, on passe par le sous-sol, on a des portiques comme à l'aéroport, on doit laisser son portable, on ne peut plus ressortir, les fenêtres sont toutes, les volets sont tous scellés, tout est brouillé, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de radio, il n'y a rien du tout. Et donc on va rester là aussi longtemps qu'il faut. Mais à table, une fois on mange, on parle, voilà, donc les discussions ne seront pas closes. Voilà. Après, on est emmené par des petits bus, là, des petits pullman, de cet endroit à ce qu'on appelle le palais apostolique, c'est là où il y a la chapelle Sixtine, c'est là que ça se passe. Bon, les deux premiers, la première fois on a pris le pullman, mais après ils avaient fermé tous les jardins, donc on pouvait y aller à pied, c'était plus agréable. Et là, c'est pareil, c'est la liturgie. Avant d'entrer, on a d'abord une autre chapelle à côté qui s'appelle la chapelle Pauline. Là, il y a tout un temps de prière silencieuse qui dure assez longtemps. Et puis après, ça vous avez sans doute vu à la télé, après on part en procession d'une chapelle à l'autre, disons, avec la litanie des saints, et puis on rentre dans cette chapelle Sixtine, et puis on va chacun à sa place, on a juste un petit livre avec le règlement, et puis quelques papiers pour prendre des notes, et puis basta. Et toutes les notes ensuite, on doit de toute façon les jeter, donc voilà. Donc ça, c'est très solennel, quoi. Ça c'est très impressionnant. Puis il faut prêter serment, vous avez peut-être vu aussi, donc on prête serment, ça fait quelque chose, quoi, voilà, ça fait quelque chose, vraiment. Et puis après, il y a le vote, les votes eux-mêmes. C'est peut-être lui qui va poser la question. Ouais, non, après, donc, une fois qu'on est là-dedans, bon, on s'installe, et puis on n'a rien d'autre à faire qu'à voter. Alors, ce qui est très étonnant, c'est le contraste entre les télés du monde entier qui à partir de ce moment-là, fixent une cheminée, mais tu as tous les moyens audiovisuels actuels, tout est là. Et nous, on est avec un rituel qui date de siècles, quoi, tu vois. Il faut un moment, il faut tirer au sort
deux cardinaux pour dépouiller les bulletins, puis deux autres qui vont vérifier que c'est bien ça, et puis deux autres qu'on appelle les infirmiers, parce que si jamais il y en a un qui est malade, qui a dû rester à la chapelle Sainte-Marthe, il faut qu'il soit deux pour aller chercher son bulletin, tout ça. Bon, alors on élit, c'est quand même, on les élit à la mode, mais tu vois, c'est un sans grand sac avec des billes comme pour le loto, là. Et puis tu as le plus jeune des cardinaux qui agite le sac, et puis tu as le plus vieux qui prend, et puis alors il dit alors 42, ça c'est le numéro du cardinal qui est tiré au sort. Alors le 42, il dit, parce qu'on a chacun un numéro, et donc il vient, et puis il se met là sur la table, et puis c'est lui qui va. Voilà, et puis alors après, chacun va avec son bulletin. Alors on nous donne, comme il y a 2 votes par demi-journée, on nous donne 2 bulletins, et ces bulletins, voilà, comme ça, tu t'écris le nom, ou le numéro, tu écris le nom, et après tu dois y aller, le mettre dans l'urne, mais c'est pareil, là aussi, tu dois, avant de le mettre, tu dois lire encore une formule qui prête serment, et puis tu as une espèce de petite assiette là sur l'urne, puis tu dois déposer ton bulletin dans l'assiette, puis après tu prends l'assiette, avec l'assiette tu le déposes dans l'urne, tu vois. Bon, on a fait ça la première fois, après on a mis le bulletin direct. Mais bon, mais c'est tout un rituel c'est ça qui est extraordinaire, quoi, c'est la distance. Quand tu le vis, tu ne peux pas réfléchir. Moi, c'est après que tu réalises à quel point il y a des choses très, 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 très archaïques là-dedans, mais bon, qui ont fait leur preuve pendant des siècles et des siècles, et donc voilà. Et puis après, une fois qu'on a recueilli tous les bulletins, que ça y est, tout le monde a mis le sien, donc ils sont dans une urne, puis à côté il y a une autre urne vide, et là il y a le cardinal qui a été élu, là, le 42, qui sort le bulletin, qui lit le nom, puis qui le met, non même pas, il lit pas encore le nom, il le met dans l'autre urne en comptant. Donc j'ai dit on était 133. Il est arrivé une fois, donc après il y a l'autre évidemment qui a le micro qui compte. 1, 2, 3, 4. Moi ça m'a fait réviser mon italien. Et on arrive à 130, enfin bref, 131, 132, 133, et c'est bon. Si c'est ça, on recommence et maintenant on lit les noms. Mais une fois c'est arrivé que, quand il passe les bulletins, 131, 31, 132, 133, 134. Alors là, et moi dans la salle, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recompter, donc il faut les passer encore d'une urne à l'autre. Et on recommence, et 1, 2, 3, etc., etc. Et on arrive au moment fatidique, 1, 32, 32, 33, 34. Après, il faut tout annuler. Comment ça se fait? Et alors après, là, du coup, il faut redistribuer, parce que c'est pas prévu, il faut redistribuer. Non, puisqu'on avait deux bulletins, il faut que chacun prenne son deuxième bulletin. Et là, il y a un cardinal qui cherche partout et qui ne trouve pas son deuxième bulletin parce qu'il les avait collés l'un avec l'autre, et donc il avait voté, mais il avait mis 2 bulletins. Alors il est venu, le pauvre tout penaud, demander pardon à tout le monde, on va recommencer, et puis voilà. Mais donc, une fois qu'on a fait ça, alors ceux qui sont les scrutateurs, du coup, ils disent les noms, on coche, tout ça. Puis, bon, les infirmiers, on n'en a jamais eu besoin parce que tout le monde était là. Et après, il y a les 2 autres. Alors, il y en a un qui est juste là pour compter, mettre sur le papier, et l'autre, alors vous voyez, c'est là où c'est hyper archaïque, l'autre, il a une aiguille avec du fil, et il doit passer tous les bulletins dans son aiguille pour que petit à petit ils soient tous là dans le fil, pour qu'après on prenne ça et on le brûle au poêle sans se tromper, du poêle à fumée noire, du poêle à fumée blanche. Et donc voilà, vous voyez, c'est archaïque, quoi. Vous voyez, c'est avec il faut coudre les bulletins ensemble, quoi. Et une fois d'ailleurs, un de ceux qui devait faire ça, un des votes, c'était un cardinal allemand, un peu. Il y avait 6 chaises là autour d'une table, c'était pas très large, mais lui, il lui fallait presque 2 chaises, quoi.
Et alors la couture, c'était pas son fort. Et donc au bout d'un moment, il a fallu le remplacer parce qu'il n'y arrivait pas avec ses bulletins et tout ça. Mais voilà comment ça marche. Tu vois, c'est ça, c'est l'écart entre les télés, les machins, les trucs, les caméras et tout ça, et puis nous avec nos billes là et notre couture. Voilà. Du coup, comment le pape il est comment ça se passe? Alors il faut les 2 tiers et il faut autant de tours que nécessaire. Voilà. Est-ce que ça vous a paru long un peu, parce que ça a duré 2 jours? Ben non, pas vraiment. Hein. Tu vois, on a fait un premier vote le soir là, et puis le lendemain après-midi c'était fait. Donc ça n'a pas été très long. Hein. Ça aurait pu être plus long. Enfin, il y a des conclaves qui ont été plus longs. Hein. Mais de toute façon, c'est déjà tellement énorme que quand tu sors de là, tu as l'impression que tu as passé 8 jours. Alors qu'on a passé 24 heures. Moi, j'ai passé qu'une nuit dans sans pouvoir ouvrir les volets. Est-ce que vous connaissiez déjà le cardinal Prévost, donc le cardinal qui a été élu pape, l'actuel pape Léon XIV, et était-ce une surprise pour vous de le voir? Alors, moi je le connaissais, oui, parce que j'ai dit tout à l'heure que j'étais dans 2 dicastères, et le dicastère qui est le plus chronophage, pour moi, c'est le dicastère pour les évêques, c'est 2 fois par mois, et c'était lui qui était mon patron. Donc depuis 2 ans, on travaille ensemble 2 fois par mois. Voilà. Donc oui, je le connais. Non, c'était pas une surprise, même si ça s'est fait tout seul. Quoi, voilà. C'est ça qui est impressionnant aussi. C'est ça qui est impressionnant. Il me semble qu'il y a plusieurs acteurs là-dedans. Il y a Dieu, il y a nous les cardinaux qui faisons nos machins, nos coutures et nos billes, et qui votons avec l'assiette ou pas. Et puis il y a la prière des gens. Voilà. Et des gens un peu partout, parce que comme on vient de partout, moi je vois à Marseille, avant de partir, j'ai dit aux gens, vous êtes acteurs aussi, quoi, par la prière. Et voilà, c'est tout ça qui fait une espèce d'alchimie. Et donc c'était pas écrit d'avance, mais c'est pas non plus une surprise. Enfin, en tout cas, moi c'est quelqu'un que j'appréciais déjà beaucoup pour son calme, piano, calme, mais détermination, et avec une espèce de force intérieure, qui est puis beaucoup d'écoute, beaucoup d'écoute. Voilà. Donc on se connaît bien, on s'est déjà vu plusieurs fois, j'ai vu la semaine dernière aussi. Et donc, vous avez cité quelques-unes de ses qualités, et pour vous, lesquelles sont les plus importantes pour honorer le poste de pape? Il a dit tout de suite, hein, l'un des grands défis, c'est l'unité. C'est l'unité et c'est la paix. Voilà, c'est l'unité dans l'Église et la paix dans le monde. Voilà. Et pour ça, il faut beaucoup écouter. Voilà, c'est ce que je trouve qui est très, très précieux en lui. Et puis, c'est pas quelqu'un qui se presse, qui s'emballe, mais c'est quelqu'un qui est résolu, mais d'abord il écoute. Alors, de ça, on a grandement besoin. Parce que quand on voit dans nos sociétés, même en France, hein, la difficulté du débat, aujourd'hui, c'est très difficile. On balance ses idées et puis c'est tout, quoi, comme si ça suffisait. Et la vertu du dialogue, elle est en difficulté, quoi. Hein. Et donc quelqu'un qui fait ça, puis il a l'avantage aussi, à cause de sa propre histoire, de maîtriser plusieurs langues, donc de pouvoir aussi écouter pour de bon dans la langue des autres. Et ça, c'est un avantage aussi précieux. Puis son expérience, qu'elle soit nord-américaine, sud-américaine, puis après mondiale à cause de la responsabilité qu'il avait pour son ordre religieux. Voilà, tout ça, on dit, ça l'a préparé, ça l'a bien préparé. Donc voilà. Savez-vous s'il viendra en France? Et je sais qu'il en a envie, ça c'est sûr. J'en ai parlé encore jeudi dernier, passé 1 heure, 1 heure et demie avec lui. Oui, ça il en a envie. Mais son prédécesseur avait aussi beaucoup aimé la France. Hein. On voit quand on lit les textes aujourd'hui,
on voit à quel point l'histoire, la culture, voilà, l'histoire de l'Église en France est quelque chose d'inspirant. Et lui, depuis le début, il n'a jamais raté une occasion d'envoyer des messages, de s'adresser aux scouts ici, au prêtre de Paris là-bas, d'envoyer un truc pour tel anniversaire, et tout ça et tout ça. Et par exemple, moi, je lui avais dit, quand je l'ai vu début juin, je lui ai dit, vous savez, il va y avoir 600 jeunes catéchumènes ou néophytes qui viennent d'être baptisés, qui vont venir pour les journées, le jubilé des jeunes à la fin du mois de juillet. Je lui ai dit, bon, ça serait bien si vous pouviez les voir, parce qu'en France, ça nous marque beaucoup, ça. Rien qu'à Marseille, l'année dernière, si je compte à la fois les jeunes entre 18 et 30 ans, hein, qui ont été baptisés, qui ont eu le baptême ou qui ont reçu la confirmation, c'était 500 à Marseille. Rien qu'à Marseille, en France, c'était 17 000. Donc je lui dis, ça nous marque, c'est pas pareil dans les autres pays. Et à ma grande surprise, alors je lui dis, ça serait bien si vous pouviez venir. Mais moi, je me disais, il faut que je lui pose la question. Mais à mon avis, comme il n'y a qu'une semaine et que c'est mondial, s'il commence à recevoir tous les gens de tous les pays, ça ne va pas le faire. Donc, j'ai posé la question, mais bon. Elle me dit, bah oui, je vais venir. Alors moi, je n'avais pas prévu d'être là parce que je voulais prendre des vacances à ce moment-là. Et il me dit, mais tu y seras. Ah, j'ai dit, bah oui. bah oui, ça a été un moment merveilleux. Merveilleux, mais voyez, ça aussi. Et il a fait là un discours en français. C'était son deuxième discours en français, parce que ça, c'est une langue qu'il ne maîtrise pas. Donc, c'était son deuxième discours en français, il s'est appliqué. En descendant, il m'a dit, alors, tu as compris tout? Je n'ai pas osé dire non, je n'ai rien compris. D'autant qu'on comprenait très bien. Mais voilà, donc je lui ai posé la question jeudi dernier, et voilà, on verra. La difficulté, c'est que nous, on va être dans des campagnes électorales qui ne sont pas favorables. Donc il faut soit attendre la fin des élections présidentielles, soit le faire avant, mais avant c'est très vite, voilà. Donc, mais j'ai bon espoir. Vous êtes aussi, depuis le début de l'année, président de la Conférence des évêques de France. En quoi ce rôle consiste sur le point de vue national? Est-ce que vous avez un rapport privilégié du coup avec l'État français dans le cadre de cette charge? Oui, alors là c'est une élection, c'est pas pareil. Le cardinalat, ça te tombe dessus sans même que tu en sois au courant avant. Hein. Mais là c'était une élection avec tous les évêques de France. C'est une charge que je découvre, hein, parce que en fait l'élection a eu lieu début avril, mais on prend nos fonctions 1er juillet, donc ça veut dire vraiment 1er septembre. Et donc c'est encore tout frais. Pour moi, c'est une charge qui est lourde. Pour l'instant, elle est lourde parce qu'on n'est pas bien organisé. Et elle est lourde aussi parce qu'il faudrait aller beaucoup à Paris, mais on ne peut pas. Déjà, il y a Rome, donc c'est difficile. Donc, pour conjuguer tout ça, c'est lourd. Mais en même temps, probablement, il y a des choses très intéressantes à faire, mais je les découvrirai après, quoi. Pour l'instant, je vois surtout la lourdeur de la charge, la difficulté des déplacements, et voilà. Mais ça viendra. En tout cas, oui, ça me met en lien avec les autorités de l'État, forcément. Puis par exemple, hier matin, on avait une réunion de tous les responsables des cultes, enfin en tout cas des 6 cultes, c'est-à-dire judaïsme, islam, bouddhisme, et puis du point de vue chrétien, orthodoxie, protestantisme, catholicisme. Et là, on a des réunions régulières, pour moi c'était la première, là. Et j'ai goûté d'ailleurs une très bonne ambiance de fraternité entre nous, et des fois on est reçus ensemble, m'ont-ils raconté, pour l'instant je n'ai pas encore vécu, mais on est reçus ensemble, soit parce qu'il y a un problème en France, soit parce que, voilà, donc, soit par le président de la République, ou par le Premier ministre, voilà. Donc je pense qu'il y a des liens nécessaires. Il y a ce qu'on appelle l'instance Matignon, qui est un lien régulier avec les services du Premier ministre et les ministres. Pour l'instant, moi, je n'ai pas encore vécu la chose, et en plus, qu'on n'a pas de gouvernement, pour l'instant, on verra plus tard. Donc, vous êtes aussi impliqué dans de nombreuses missions, et cette année, vous vous êtes rendu en Terre Sainte
dans cette période particulièrement compliquée avec Gaza. On aimerait savoir quelle a été votre mission. Alors ça, pour moi, c'était un désir, c'est-à-dire que, ayant été élu pour la France, je me suis dit qu'un des premiers gestes qu'on devait faire, c'est d'aller à Jérusalem. C'est-à-dire d'aller, on aurait pu aller aussi à d'autres endroits, mais c'est d'aller sur les lignes de fracture, là où c'est difficile, quoi. Les lignes de fracture de l'humanité. Il y en a bien d'autres, mais celle-ci, elle a une portée particulière, c'est la Terre Sainte, et puis on voit bien que depuis des décennies, l'ombre portée du conflit israélien pèse sur tout le dialogue, sur toutes les sociétés, quoi. Donc on voulait faire ça, puis en plus il y a les drames qu'on sait depuis le 7 octobre 2023. Donc voilà, c'était toutes ces raisons-là qui m'ont poussé à demander au patriarche latin là-bas, qui s'appelle Pizzaballa, voilà, si on pouvait venir. Donc lui était très content de ça. On a passé 4 jours pleins là-bas, en visitant des communautés chrétiennes, bien sûr, mais l'idée c'était d'écouter, d'essayer de qu'on ne peut pas arriver avec nos idées préconçues et pour plaquer sur la situation, mais d'essayer de comprendre ce qui se passait, et donc d'écouter beaucoup. Alors on est allé dans certaines communautés chrétiennes là-bas, c'est intéressant parce que la plupart des chrétiens sont palestiniens. Et dans ces communautés, il y a aussi des Israéliens qui viennent se recueillir pour prier, pour parler, voilà. Et donc c'est un des rares lieux qui permet encore un certain contact. Alors on est allé dans beaucoup de communautés, on a vu aussi que ces communautés chrétiennes, elles vivent beaucoup financièrement de l'apport des pèlerins. Il y a beaucoup de pèlerins qui vont en Terre Sainte, mais depuis le 7 octobre, il n'y a plus de pèlerins. Et donc, il n'y a plus de sous. Et donc, c'est devenu très, très précaire. Et puis, on voulait écouter aussi, ça c'est des aspects des communautés chrétiennes, qui jouent un rôle pour la paix, ça c'est évident. Mais on voulait aussi écouter les amis de la paix, qu'ils soient israéliens ou palestiniens. Donc, il y avait des étudiants israéliens que j'avais connus parce qu'ils étaient venus ici au moment de la visite du pape à Marseille. Donc on s'est retrouvés un soir à Jérusalem. Et puis il y avait des étudiants palestiniens qui étaient venus aussi au moment de la visite du pape et qui avaient aussi, pour certains, fait une des escales du bateau, vous savez, le Bel Espoir, qui fait le tour de la Méditerranée depuis le 1er mars, avec des jeunes de votre âge, il y a 8 sessions de 20-25 jeunes à chaque fois. Et le bateau est parti de Barcelone, il est allé de Barcelone à Tétouan au Maroc. Après, il est allé de Palerme en Sicile à Bizerte en Tunisie, puis après il est allé de Malte en Crète, puis après il est allé à Chypre. De Chypre, il est allé au Liban, sauf qu'il n'est pas arrivé parce qu'il s'est trouvé, c'est un petit voilier, hein, il s'est trouvé au milieu à ce moment-là de porte-avions américains, puisque c'était la période chaude entre Israël et l'Iran, donc il a fallu faire demi-tour. Après il est remonté à Istanbul. On a fait à Istanbul début juillet, je suis allé aussi, il y a un colloque intermédiaire là pour discuter, faire le point à mi-parcours du bateau avec le patriarche Bartholoméos qui est le chef de l'orthodoxie. Et puis, et ensuite de Constantinople, il est redescendu faire le tour de la Grèce, Athènes, tout ça, puis remonté par l'Albanie, s'est arrêté à Turès, puis en haut de l'Adriatique à Trieste, puis il est redescendu par l'autre côté, Ravenne. Et là, il était à Naples, et à Bari, pardon, puis après à Naples. Et là, il a commencé la dernière étape qui est Naples-Marseille. Et si tout va bien, il arrive à Marseille le 25 octobre. Donc, vous êtes tous invités d'ailleurs, parce qu'il y aura des beaux festivals, enfin, beaucoup de choses ce jour-là à Marseille pour accueillir le bateau. On fera presque comme le Belém, hein, on fera avec une petite flottille de bateaux qui vont le chercher derrière le Frioul pour l'amener sur le vieux port. Donc voilà. Et je crois que le parti là-dessus, c'était ça. Oui, c'était le voyage en Terre Sainte. Et donc il y avait des étudiants palestiniens aussi. On s'est réunis à Bethléem. Et voilà. Mais ce que j'ai vu aussi, c'est la douleur des deux côtés, côté israélien et côté palestinien.
évidemment, côté palestinien, il y a des exactions. La première journée, on est allé à Taïbé. Taïbé, c'est un petit village de Cisjordanie où il y a 3 prêtres là-bas. Il y a le melkite, l'orthodoxe et le latin. Et les 3, ils s'étaient réunis pour lancer un cri d'alarme parce qu'il y a des colons israéliens et certains de ces colons font des exactions, faisant paître leurs troupeaux dans les champs des Palestiniens, envoyant les vaches brouter les olives, mettant le feu, et voilà. Et donc cette espèce d'insécurité, et puis par rapport à... Voilà. Et donc ils avaient lancé un cri d'alarme. Donc on est allé passer une journée là-bas, rencontrer la communauté, rencontrer le maire, un temps d'échange, un repas, enfin voilà, beaucoup de choses, visite des lieux, voter voir le feu, en tout cas les traces de l'incendie. Une deuxième journée, c'était à Bethléem, il faut passer le mur de séparation. Puis on a fait une après-midi à l'Université catholique de Bethléem, où il y a des étudiants palestiniens, jordaniens, et où c'est très dur parce que l'université, la mobilité des étudiants là-bas n'existe pas. C'est ça qui est très difficile. Vous pouvez dire, moi je vais passer un semestre l'année prochaine en Angleterre parce qu'il y a telle école qui est bien et voilà, je pourrais compléter. Ou alors, mais les étudiants dans certains pays de la Méditerranée, ils n'ont pas cette possibilité de la mobilité. Et après, il y a pas uniquement la question de la mobilité, mais il y a la question aussi de la reconnaissance des diplômes. Et voilà, donc l'université, elle tient, elle est belle, enfin voilà, il y a des très beaux amphis comme ici, mais voilà, c'est très, très difficile. Puis une journée complète aussi à Jérusalem, et la dernière journée, j'étais à Tel Aviv pour rencontrer le forum des familles d'otages israéliens. Ça a été une rencontre très, très, très poignante, parce que les familles d'otages, on sent dans la société israélienne la critique de l'action du gouvernement israélien, et ces familles d'otages qui voient bien que certaines décisions rendent de plus en plus incertaine la possibilité de retrouver les leurs en vie, quoi. Voilà. Donc on est revenu avec ça, il y a des amis de la paix des deux côtés, il y a de la douleur des deux côtés, et donc voilà, il faut pouvoir les soutenir. Comment? Il faut trouver quelques moyens, on y travaille. Merci Monseigneur. On va pouvoir maintenant passer au temps des questions. On a pu sélectionner des questions en lien avec la conférence parmi le public. Maintenant, c'est des personnes qui ont été directement prévenues. Alors, ceux à qui j'ai répondu pour une question ont déjà levé la main. Et ensuite, on va voir s'il y a des questions après. Allez-y, levez bien la main. Levez bien la main, s'il vous plaît. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Enfin, c'est pareil. C'est vrai que là, on voit pas s'il fait jour ou nuit. Alors en décembre de l'année dernière, il y a un film qui est sorti qui s'appelle Conclave. Et du coup, je me demandais si vous l'aviez vu, qu'est-ce que vous en avez pensé. Est-ce que c'était réaliste finalement par rapport à ce que vous avez vécu, notamment le côté un peu politique du film avec des candidats, des votes barrages, etc., des votes utiles. Voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous l'avez vu? Alors, j'ai pas vu le film, mais on en a parlé beaucoup. On en a parlé beaucoup. Ceux qui l'avaient vu parmi les cardinaux disaient que quand même il y avait pas mal de choses, significatives, ce que je vous ai raconté, quoi, le lieu, la solennité, mais beaucoup moins sur les intrigues. Bon, après moi j'ai peut-être pas trop vu non plus, hein, mais enfin on sent pas
On n'a pas eu, nous, là, peut-être que dans d'autres conclaves ça se fait, j'en sais rien, mais ça peut arriver. Mais là, moi en tout cas, j'ai pas vu, peut-être naïf, mais j'ai pas vu de tir de barrage ou d'alliance ou de. Voilà, mais ceux qui ont vu le film étaient marqués quand même par évidemment, le décor c'est le même, quoi. C'est la chapelle Sixtine, voilà, c'est la solennité, c'est la gravité. Voilà, c'est ça, quoi. Donc ça, il paraît que le film rend bien ça, voilà. Après, sur les intrigues, non. Il paraît que certains évêques l'ont regardé en avance Oui. pour un peu se préparer au conclave. Est-ce que vous savez que c'est vrai ou... Oui, certains m'ont dit ça. Bon, moi, j'ai loupé la leçon, mais c'est pas grave. Oui, merci beaucoup. S'en fait. Bonsoir. Moi, je me posais la question, quand vous êtes rentré dans la chapelle Sixtine, est-ce que vous vous êtes préparé mentalement à la possibilité de devenir pape? Merci. Pas quand je suis entré. Pas la première fois. Après, bon, il faut se préparer à tout, quoi. Mais heureusement, ça n'a pas duré longtemps. Et voilà, mais à un moment, c'est assez. Ça peut nous arriver à tous, quoi. Voilà, donc c'est assez. Faut y réfléchir un peu, quoi. Il y a un côté. C'est paradoxal. Parce que d'un côté, bon, ben, c'est une charge énorme, magnifique aussi, de grande portée, voilà, et en même temps, c'est une prison dorée, mais c'est une prison, quoi. C'est-à-dire, toi, tu sors plus de là. Hein. C'est curieux, c'est des choses comme ça qui viennent à la tête, tu vois. Te dire, mais après, moi, je ne retourne pas chez moi, alors, si c'est ça. Tu vois. Bon, après, c'est des détails comme ça qui passent dans la tête, mais ce qui prend le plus, disons, c'est l'énormité de la chose. Voilà. Et donc, à un moment, tu dois prendre quand même au sérieux cette hypothèse-là. Bon, après, le flux des votes fait que ça va, tu as l'impression qu'il retombe. Mais à un moment, elle monte. Il faut bien qu'elle monte aussi pour que tu sentes que c'est pas rien ce qu'elle était en train de faire. Ce qui est très étonnant, ce qui a été pour moi très très marquant, c'est qu'au sortir de la chapelle Sixtine, donc, tu sais, on entre, et puis à un moment, une fois qu'on a fait tous les trucs, les chants, les litanies et tout, il y a un des maîtres de cérémonie là qui dit extra omnes, ça veut dire tout le monde sort, sauf ceux qui doivent rester, quoi, sauf les cardinaux. Et là, tout le monde sort. Et à partir de là, tu es vraiment coupé du monde. Et on vit ça. Et encore, nous, ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré 24 heures, quoi, hein, en tout. On est arrivé dans l'après-midi d'un jour, je ne sais plus lequel c'était. On est parti le lendemain, en fin d'après-midi. Mais tu es coupé du monde. Et puis, c'est tellement intense. Et ce qui a été marquant, c'est quand on est sorti de là, que ça y est, on avait eu notre pape, là, et qu'on va sur à l'intérieur de ce qui est c'est au balcon de Saint-Pierre, là, et là on tire un peu les rideaux pour voir, et là on voit qu'il y a un monde fou. Et alors que nous on était isolés, et là tu prends conscience que l'événement tout petit qu'on vient de faire avec nos machins à coudre et tout ça, c'est le monde entier qui est concerné. Et puis voilà. Et de sentir ça, ça fait partie de l'émotion d'un conclave. C'est ce qui se passe juste après. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup marqué. Et les quelques cardinaux avec qui j'étais, là aussi, j'étais à côté de celui d'Alger. Et derrière, je crois que c'était le Luxembourg. Et ça nous a marqué beaucoup. Sans fait. Il y avait d'autres personnes encore. Donc, si vous pouviez lever la main. Personne? Oui, là, tu as quelqu'un. On va donc les personnes qui ont des questions sur là, le il y a moment, quelqu'un. vous pouvez les poser.
Bonsoir. Je tenais à vous remercier déjà pour votre venue et pour vos mots. Et je me demandais quelle est votre attache à la région marseillaise et dans quelle mesure cela a pu peut-être impacter votre foi ou vos positions. On est arrivé à Marseille avec ma famille, mes parents et ma sœur, en 1966. Moi, je suis né en 1958. Je suis né en Algérie. En Algérie, j'étais l'aîné de la 4e génération à être né en Algérie. Ça veut dire qu'on était vraiment là. Et ma famille, des deux côtés, venait d'Andalousie. C'est-à-dire à la fin du 19e siècle, il y avait eu des famines et des sécheresses peut-être en Andalousie, et beaucoup d'ouvriers agricoles étaient partis chercher du travail ailleurs. Et le plus proche, nous on était d'Almeria, le plus proche c'était Oran, parce que c'est juste de l'autre côté, voilà. Et donc c'est comme ça que ma famille est partie là-bas. C'était des ouvriers agricoles, puis ils sont restés ouvriers d'ailleurs. Mon grand-père était maréchal ferrant. Mais ils étaient espagnols. Mais l'Oranie était française. C'est comme ça qu'on est devenu français. Et quand en 62 l'Algérie est devenue indépendante, nous, on n'est pas rentré en France, on est entré en France vu qu'on n'était pas de France. Et à ce moment-là, on est arrivé à Paris, mais à Paris, on était jeté sur le quai de la gare, quoi, hein, voilà, sans rien d'ailleurs, sans rien, parce que c'était parti à l'époque, on avait changé de région en Algérie, on était à Constantine. Mon père travaillait à la SNCF. Mais voilà, après l'arrivée à Paris, ça a été difficile parce que rien n'était prévu. Enfin, il y avait vraiment l'arrivée en masse de gens d'Algérie. D'autant que nous, on n'est pas rentrés dans les premiers. Hein. L'indépendance, c'était en juillet. Nous, on est rentrés le 7 novembre. Plutôt, on est entrés le 7 novembre. Et donc il n'y avait plus de place, quoi, voilà. Donc on a habité dans des petits hôtels près de la gare de Lyon. Et puis après, mon père a trouvé du boulot à Colombes, dans la banlieue ouest. Et bon, on était fait on aurait continué là-bas, mais en 66, c'était une année difficile. Ma deuxième sœur j'ai deux sœurs qui sont plus jeunes que moi. La toute petite est décédée. Moi, j'ai chopé une méningite qui a failli m'emporter. Donc, mon autre sœur a été malade aussi. Donc, mes parents avaient passé le drame de l'exil, et ils s'en étaient tirés, voilà. Et puis maintenant, il y avait ce drame-là. Alors, c'est là que mon père a demandé une mutation pour n'importe où, pour quitter cette ville qui nous avait pas réussi, quoi. Et il s'est trouvé que la direction de la SNCF de Marseille, à ce moment-là, a publié des offres d'emploi, dont une correspondait à peu près aux compétences de mon père. C'est comme ça qu'on est arrivé à Marseille. On habitait à la cité SNCF, qui est dans les quartiers nord, qui est vers Saint-Barthélemy, par là-bas. Et donc moi je suis arrivé à Marseille comme ça. J'avais 7 ans à l'époque. Et ce que je garde de ça, c'est que d'expérience, j'ai vu que cette ville, elle est capable d'accueillir tous ceux qui s'y échouent. Voilà, nous c'était ça. Et il y en a beaucoup d'autres, c'était comme ça. Et puis elle a tellement l'habitude depuis des siècles, parce qu'elle est un port, d'accueillir des vagues de gens qui s'échouent, parce qu'ils arrivent d'Arménie au moment du génocide, ils arrivent du Liban au moment de la guerre au Liban, ils arrivent de partout. Nous on arrivait d'Algérie et en avant, et etc., etc. Et donc cette ville, elle a appris que finalement on devient Marseillais si on aime Marseille, quoi. Et que du coup c'est un mélange, et elle est capable de redonner à ceux qui s'échouent là la possibilité de repartir dans la vie. Et ça, je l'ai vécu gamin en voyant mes parents défaits par les drames qu'ils avaient connus, et retrouver ici, grâce au soleil, grâce à la lumière, grâce à la façon d'être des gens, voilà, il y a une certaine douceur de vivre aussi. Et puis il y a des relations, parce que tout le monde sait qu'un jour ou l'autre, pour la plupart, il fut un immigré. Que ce soit des Italiens,
arrivés avant, et ça n'a pas été facile pour eux, que ce soit voilà, d'autres. Et donc voilà, cette ville, elle a redonné ça. Et ça m'a donné à moi l'amour de Marseille, à cause de ça. Voilà. Il y a une âme marseillaise voilà, que j'ai aimée et que je continue à aimer. Voilà. D'autres questions? Tout d'abord, merci beaucoup pour votre présence. J'ai vu que vous étiez présent en Arménie en avril dernier pour la commémoration du génocide des Arméniens. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette expérience? Est-ce que vous y avez appris des choses, rencontré des personnes en particulier, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Merci. Oui, je suis allé l'année dernière en Arménie. Je m'étais dit, en devenant archevêque de Marseille, je dis bon, à Marseille, il y a 90 000 Arméniens. Et donc, c'est normal que l'évêque de Marseille aille, quand c'est possible, au moins une fois en Arménie. Voilà, c'est ça que je m'étais dit. Alors, on a des liens avec les communautés arméniennes, et ce qu'on appelle les Arméniens apostoliques, c'est les plus nombreux. C'est eux qui ont la cathédrale arménienne sur le Prado. J'étais d'ailleurs dimanche dernier. Et puis, il y a des Arméniens catholiques, il y a des Arméniens protestants, enfin voilà, il y a les Arméniens qui n'ont rien, mais qui sont arméniens, voilà, donc ils sont nombreux. Et donc j'avais profité de cette semaine-là, la semaine du 24 avril, parce que c'est la commémoration du génocide des Arméniens. Donc j'ai passé une semaine là-bas, la plupart du temps à Yerevan, à la capitale, et puis quelques jours dans le nord à Goumri. C'est dans les montagnes qui sont, pile un peu dans les montagnes qui sont à la frontière avec la Géorgie, c'est le Caucase. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est à la fois la force de ce peuple qui croit en lui, qui a une forte identité, qui a une langue spéciale. La cathédrale à Marseille, c'est la cathédrale des saints traducteurs, qui a sa langue, qui a sa, voilà, c'est la force de cette identité arménienne, cette culture, et en même temps l'immense inquiétude de ce peuple qui se trouve maintenant réduit à une toute petite portion, qui est menacé par ses voisins. L'Azerbaïdjan a pris le Haut-Karabakh et supprime les traces même de la présence arménienne. Et le président de l'Azerbaïdjan ne se prive pas de dire en public que l'Arménie n'existe pas, c'est juste la province occidentale de l'Azerbaïdjan. Mais au nord, c'est la Géorgie et la Russie. Et la Russie s'est beaucoup présentée comme pour la défense de l'Arménie, mais en fait, on n'est pas très très sûr que ce soit une défense très honnête. Et puis à l'ouest, c'est la Turquie. Mais la Turquie n'est pas un allié. Le mont Ararat, qui est le centre de gravité de l'histoire de l'Arménie, est maintenant en Turquie. Et puis alors le pays qui est finalement le plus disposé actuellement à prendre la défense de l'Arménie, c'est celui du sud, c'est l'Iran. Mais là aussi, c'est pas forcément un voisin non plus très fiable. Donc voilà, il y a ce pays. Ce que j'ai senti, c'est la force, mais la gravité de l'inquiétude. Est-ce que le pays va encore tenir? Est-ce qu'on habitera encore en Arménie dans quelques années? Alors ça m'a beaucoup marqué. J'ai été reçu par le Catholicos, donc la plus grande autorité religieuse arménienne, qui va d'ailleurs venir à Marseille, là, le 5 décembre, et on va inaugurer à Notre-Dame de la Garde, je pense que ce sera sur une petite esplanade là, du domaine, une croix arménienne qu'on appelle un Khachkar, qui va être maintenant là. Il n'y en avait pas du tout sur l'esplanade de la Bonne Mère, mais ce sera très important pour toute la population arménienne de Marseille. Ça a été vraiment un voyage très 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 marquant. En plus, les paysages sont merveilleux. Toi es d'Arménie, toi peut-être? Ah d'accord, donc voilà. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. J'avais une question. Aujourd'hui, vous êtes président de la conférence des évêques de France. Oui. Ça va, à votre niveau, compte tenu
problèmes de la société française et même de la région marseillaise, comment vous pouvez mettre en place des actions concrètes pour que ça change? Et est-ce que vous sentez que vous pouvez vraiment changer les choses ou bien c'est un peu compliqué? Oui, non, c'est compliqué. Pas qu'un peu. Mais il ne faut pas rester les bras croisés, quoi. Voilà, je pense. L'Église, elle n'a pas la réponse à tous les problèmes du monde, hein, ça se saurait. Mais elle peut apporter une contribution. Pour moi, la première chose, c'est la lutte contre la misère. Voilà. Marseille, on est bien placé pour ça. J'étais la semaine dernière, certains connaissent peut-être, vendredi dernier, un truc qui s'appelle la colocation Lazare, et c'est près de la gare. Et c'est une petite institution, mais vous voyez, c'est des jeunes pros qui acceptent de vivre en coloc avec des personnes qui sont dans la rue. Donc c'est des personnes qui ont perdu, des fois c'est des gens qui avaient un boulot, qui avaient une famille, puis à un moment ça dégringole, ils se retrouvent à la rue, ils sont SDF. Et là c'est une petite structure qui accueille ça en coloc, des jeunes pros et des personnes de la rue. On a fait un grand dîner dans la cour vendredi dernier, et ils le font tous les vendredis, moi j'étais là la semaine dernière. Mais c'est extraordinaire. C'est pas grand chose, hein. C'est une petite goutte d'eau, c'est pas grand chose. Hein. Mais voilà, ça c'est une façon de faire. Il y a d'autres jeunes par exemple qui sont à un endroit du côté de Saint-Mauron, les quartiers les plus pauvres. Et là, c'est pareil, ils font de soutien scolaire. Moi je crois beaucoup aux petites gouttes d'eau qui font pas de bruit, mais qui font du bien. Et il y en a, j'essaie d'encourager au maximum ça, parce que je trouve que c'est comme ça qu'on peut faire changer les choses, c'est la proximité. Pendant le Covid, j'étais à la Maison des Familles qui se trouve du côté de Saint-Louis, dans les quartiers nord aussi, pour distribuer des paniers repas, voilà, pour aider. Je pense que c'est beaucoup dans le service des pauvres qu'on doit s'engager. C'est pas des grands discours ni des grandes choses, mais très concrètement comme ça. On avait monté par exemple à la gare Saint-Charles le samedi un café, une boisson chaude offerte aux personnes qui passaient la nuit près de la gare, et on servait ça avec des prêtres, des imams, et on le servait ensemble. Et ça avait beaucoup de sens, Et voilà, moi je crois beaucoup à ces choses-là. Après, il y a un autre dossier qui est important à mes yeux, c'est celui de l'éducation. Ça, je ne sais pas trop encore comment on va le travailler, mais je vois que c'est très important pour la société, pas simple pour l'Église bien sûr, mais plus largement. Voilà, c'est un autre dossier important. Voilà, moi je crois en tout cas que c'est par une présence. Par exemple, dimanche, j'étais à Notre-Dame-Limite. Je ne sais pas si vous voyez, c'est le bout des quartiers nord. C'est les Borély, c'est Calisté, c'est des endroits que connaît bien Antoine. Et bon, c'était merveilleux. La communauté qui était là, elle est de toutes les couleurs, elle est très variée, très composée. Mais enfin, voilà, les gens, les soutenir est extrêmement important. Soutenir aussi la dimension spirituelle. Ça, c'est très important, ça aussi. Soutenir la dimension spirituelle. Il n'y a pas longtemps, j'étais à Allo avec des jeunes de 17 ans à peu près, un peu plus jeunes que vous, 17 ans, 16-17 ans. Et quand je leur ai demandé pourquoi ils étaient là, ils étaient une cinquantaine, hein, un soir comme ça, un peu comme on fait ce soir. Mais vous voyez, 16-17 ans, à Allo. Et ils m'ont dit, parce que nous, on a besoin d'apaisement. Voilà, c'est l'apaisement. Je me suis dit, un des enjeux, c'est aussi la lutte contre la violence. La violence est tellement présente partout aujourd'hui. La lutte contre la violence, la lutte contre l'ignorance, parce qu'on est d'autant plus violent qu'on ne connaît pas. Et donc on a des petites idées, et on n'a pas pris le temps d'écouter, de
connaître. Et c'est ça qu'on voulait faire aussi en allant en Terre Sainte. Que tu peux venir avec tes petites idées et tu plaques sur la réalité des trucs. Voilà, la lutte contre l'ignorance, la lutte contre la pauvreté, la lutte contre la violence, sans faire des grands machins, hein, mais concrètement. Voilà, en tout cas, moi, ce que j'estime être mon rôle à Marseille, de soutenir au maximum tout ça. Merci Monseigneur. On va arrêter là les questions pour pouvoir profiter du petit pot qui est servi par l'aumônerie juste dans le hall de l'Amphijoule, sans être mis dehors trop vite par la sécurité. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir les poser pendant le pot à l'archevêque. Et sinon, on fait rapidement une petite présentation de l'aumônerie. Moi, je suis Louis-Marie, le président. Christian, qui était là, qui a aidé à la conférence en présentant avec moi. On a l'équipe qui est devant là. N'hésitez pas à venir nous poser.